Bonjour, vidéo numéro 11. Déjà, alors voici le plan du cours. Nous en sommes au petit 2 du grand 3, toujours Spinoza bien sûr. Et le petit 2 du grand 3 s'intitule le conatus comme principe d'individualité. Nous en étions restés à l'idée, à cette thèse défendue par Spinoza que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Alors que va faire Spinoza de cette thèse? Que vont-ils en faire? Déjà, il y a comme une libération des valeurs traditionnellement accolées et qui vont avec la religion, comme le bien et le mal. Cela aura son importance plus tard. Mais bon, s'il n'y a plus de Dieu transcendant, il n'y a donc plus de valeurs également transcendantes. Alors, le conatus, avant d'arriver au conatus, un concept cher à Spinoza, je vais reposer une problématique qu'on retrouve dans l'éthique. C'est quelle valeur faut-il accorder au désir dans une perspective anthropologique? Le désir, comme on l'a défini, une inclination qui affecte et anime mon être, eh bien, lorsque je suis affecté par un désir, c'est ce que j'avais nommé le risque dans l'introduction, je souhaite qu'il me procure plutôt de la joie, dans un plaisir goûté, pleinement goûté, mais il y a toujours un risque que ce désir m'apporte le contraire. Je n'ai aucune certitude quant à l'avenir de mon désir lorsque je passe à l'acte. Il y a des aléas, des obstacles, des déceptions. Dès lors, pour Spinoza, le problème devient comment choisir, lorsque je suis affecté par un désir, entre les désirs joyeux et les désirs tristes. Alors, la réponse à ces interrogations se trouve dans une anthropologie de Spinoza, une science de l'homme, sa propre conception de l'homme, qui se situe aux 3e et 4e parties de l'éthique. La 3e partie de l'éthique s'intitule de l'origine et de la nature des affections. Et immédiatement, Spinoza définit les affections. Je vous donne la définition et j'aurai largement le temps de l'expliquer, de la commenter. J'entends par affection, écrit Spinoza, ce qui arrive au corps, qui diminue ou augmente ses puissances d'action. Je répète, tellement c'est important. J'entends par affection ce qui arrive au corps, qui diminue ou augmente ses puissances d'action. Et en même temps, ajoute Spinoza, les idées de ces affections. Et il y a également une précision. Quand nous pouvons être la cause adéquate de quelqu'une de ces affections, j'entends donc par affection une action. Dans les autres cas, c'est une passion. Je vais revenir effectivement sur tous ces termes, mais entendez bien la notion de puissance. Ça signifie quoi, dans un premier temps? Que, afin de penser l'homme, Spinoza propose un nouveau modèle. Non pas le penser à partir de l'âme, comme chez Platon, non pas en fonction de son esprit, comme chez Descartes, non pas le corps, comme chez les empiristes, Locke par exemple, John Locke, mais chez Spinoza, il s'agit de penser les deux à la fois, le corps et l'esprit. En vertu du principe que ce qui affecte le corps affecte nécessairement l'esprit en retour, et réciproquement, ce qui affecte mon esprit va affecter mon corps. Ici, il y a donc un nouveau modèle, en même temps, comme une sorte de, certains commentateurs ont appelé ça un parallélisme. Donc vous voyez que l'affection est au cœur de son anthropologie, ce qui affecte mon corps. Un virus, par exemple, eh bien, va affecter mon esprit. Et ce qui va affecter mon esprit, la lecture d'un poème, d'une proposition de l'éthique, va affecter également mon corps, il va me faire du bien. Dans ce cas-là, pour une lecture de l'éthique. Alors l'avantage de ce nouveau modèle anthropologique est qu'il permet d'observer et de rendre compte des comportements humains et des autres choses de la nature. Quelles sont les autres choses de la nature?
Les animaux, bien sûr. Il y a tout un bestiaire chez Spinoza, le chat, l'araignée, la tique, etc. Rendre compte des comportements humains et des autres choses de la nature, donc l'homme, l'animal, mais aussi le végétal, mais rendre compte des comportements en fonction des réactions générées par les affections. La réflexion sur l'homme doit donc saisir dans un même mouvement de pensée la puissance du corps et la puissance de l'esprit, dans un même mouvement de pensée. Or, ces deux formes de puissance étant quelque peu mystérieuses, pour éclairer ce mystère, il ne faut pas chercher à commencer à sonder son esprit au plus profond, là on reconnaît un anticartésianisme, pas d'époquer, mais à apprécier leur puissance qui s'exprime dans leurs réactions face aux sollicitations, les événements de la nature, c'est-à-dire du monde dans lequel j'évolue. Par cet exercice d'observation, et Spinoza était un bon scrutateur de la manière dont ses contemporains vivent, il est alors possible de trouver un principe actif originel au cœur de tout individu, et même c'est ce qui va m'individualiser, qui le fait réagir soit par l'esprit, soit par le corps, soit par les deux. Alors quel est donc ce principe originel et actif qui permet à chaque chose de la nature de réagir aux événements du monde extérieur en inventant sa propre réaction? Ce principe actif, il se nomme le conatus. Je reprends. Je vous rappelle que la nature, c'est la substance, et toutes les choses de la nature en sont ce que Spinoza nomme cela ses attributs. L'homme comme l'animal, le végétal ou les roches sont des attributs de la nature. Et donc chaque attribut de la nature se caractérise et se différencie par son conatus. Alors le conatus, Spinoza bien sûr le définit. Voici ce qu'il nous dit du conatus. Le conatus désigne l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer en son être. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer en son être. Vous voyez que simplement traduire conatus par effort, comme on peut le faire, c'est une traduction qui n'est pas pleinement satisfaisante parce qu'il manque la persévérance. Dès lors, donc, les traducteurs modernes comme Bernard Poitras reprennent le terme de conatus, il n'y a aucun souci, on parle du cogito, là on va parler du conatus, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer en son être. Donc, être une chose de la nature, lorsqu'on est un homme, pour Spinoza, ce n'est pas d'abord être un esprit et un corps, Spinoza refuse de les dissocier, mais c'est faire l'effort de persévérer dans son être, comme les animaux, les végétaux, mais aussi comme les minéraux le font. Le conatus est donc l'essence d'une chose produite par la nature. Ainsi, pour un homme, plus cet effort est intense, plus l'être gagne en puissance et étend les parties qui le constituent. Le conatus, c'est l'essence d'une chose dans la nature, et c'est à partir de cette essence, de cet effort que la chose va déployer pour persévérer en son être en fonction de ce qui lui arrive dans le monde, que l'individualité de chaque chose va progressivement se dessiner. Voilà. J'arrête là cette vidéo. Dans la prochaine, je verrai avec vous les conséquences du conatus.